Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui sur le podcast de la Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alexandre Breton. Alexandre qui est le fondateur de Baluchon. On va réaliser ensemble une émission passionnante sur, encore une fois, l'immobilier. Une fois n'est pas coutume, mais l'immobilier avec la notion d'accompagnement de nos aînés, de nos anciens, de la rénovation, des enjeux de la rénovation énergétique. Tu es spécialiste vraiment, on va dire, du bien vieillir, Alexandre. Tu proposes via Baluchon de l'investissement locatif clé en main à destination, on va dire, la location plutôt des seniors. Pourtant, a priori, à travers les différents échanges qu'on a pu avoir jusque-là ensemble, rien ne te prédestinait à être là où tu es aujourd'hui. Salut Alexandre, qui es-tu? Salut Ismaël. Déjà, je te remercie de m'avoir invité à ton podcast. Je suis moi-même auditeur, donc j'espère que ce podcast pourra servir à un maximum de tes auditeurs par le biais potentiellement de l'adaptation de leur logement, justement au bien vieillir de nos aînés, qui est un vaste sujet, donc on va le balayer en long et en large. Alors pour répondre à ta question, donc Alexandre Breton, j'ai 33 ans, je suis basé en Bourgogne. Je suis originaire d'un petit village dans la Loire qui s'appelle Sauvelinge, proche du Beaujolais, proche du Rhône et de Roanne. J'ai vécu une enfance vraiment dans un environnement privilégié puisque mes parents étaient agriculteurs, donc on n'était pas forcément riches d'argent. Par contre, on était riches on va dire de grands espaces, d'autonomie, et je pense qu'à tête réfléchie, quand on grandit, en fait, j'étais déjà dans un milieu d'entrepreneurs parce que les agriculteurs, c'est quand même des entrepreneurs de la terre. Donc j'ai baigné dans cet environnement. J'ai fait des études assez classiques. Moi, j'étais assez curieux du fonctionnement des choses. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur en mécanique. Et ensuite, pour me spécialiser, j'ai fait une deuxième école d'ingénieur dans tout ce qui est soudage. Okay. J'ai eu une première partie de carrière classique dans l'industrie. Un premier métier où j'étais responsable d'affaires de rénovation sur tout ce qui était tuyauterie, chaudronnerie des réacteurs nucléaires. Donc là, c'était des chantiers super intéressants, très complexes d'un point de vue organisationnel, mais aussi très exigeants en termes d'énergie. C'était de la maintenance, donc on déménageait 2 à 3 fois par an. C'était difficilement compatible avec une vie de famille. C'est pourquoi, au bout de quelques années, avec ma femme que j'ai rencontrée là-bas et qui était dans la même entreprise, on a décidé d'arrêter ce type de métier. C'est comme ça qu'on est arrivé en Bourgogne en 2015, où j'ai trouvé une entreprise de mon côté où on faisait des ouvrages d'art métallique. Donc une petite PME où les ouvrages d'art métallique, c'est quoi? C'est tout simplement les ponts. Les ponts en ossature métallique que tu peux voir au-dessus des autoroutes ou des voies ferroviaires. Donc on était les petits poussins en France à dessiner, à dimensionner, à fabriquer et à poser des ponts un petit peu de partout en France. Donc c'était des beaux chantiers parce qu'on parle de pièces de plusieurs centaines de tonnes. Okay. Donc là, pareil, avec beaucoup, on va dire, d'approche terrain. Donc c'est ce qui me plaisait beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans l'immobilier à 100% du temps. Je suis tombé, pas forcément par choix, mais un peu par contrainte, comme je te l'expliquais lors de nos premiers échanges dans l'immobilier, puisque mes parents étaient investisseurs depuis longtemps, entre guillemets investisseurs à l'ancienne. Alors, il faut bien se remettre dans l'époque où
où on n'avait pas autant de sources d'informations qu'aujourd'hui pour investir. Donc il y avait peu d'investisseurs et eux, en fait, ils s'achetaient des ruines, les retapaient intégralement pour faire vraiment quelque chose de qualitatif. Et forcément, les enfants, le mercredi et le samedi, on était embauchés à retaper les appartements. On a retapé aussi une énorme ferme en gîte de groupe et salle de réception. Enfin, on a fait plein de choses. Ça m'a permis de toucher un peu à tous les corps d'état de rénovation, du gros œuvre, du second œuvre, un peu de tout. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Donc quand t'es gamin, tu vois pas forcément l'intérêt, même si tu vois, j'adore bricoler, donc j'aimais ça. Mais c'est vrai qu'en grandissant, bizarrement, tu comprends l'intérêt de l'immobilier, notamment avec l'effet de levier. Et nous, dès qu'on a eu l'occasion avec ma femme, qu'on a posé nos valises en Bourgogne en 2015, on s'est déjà beaucoup formé. Donc à l'époque, on n'avait pas autant de sources d'informations. Pour moi, la source d'information principale, ça a été les bouquins, parce que les bouquins, il y a des super bouquins. Donc j'ai dévoré plein de bouquins et j'ai surtout rencontré pas mal de personnes, des investisseurs qui étaient beaucoup plus aguerris que moi à l'époque. Et on a commencé par faire un petit investissement, un petit appartement, un T2, dans une ville en Saône-et-Loire de 15 000 habitants, qu'on a acheté vraiment pas cher. Donc c'était vraiment une ruine qu'on a fait retaper. On a fait un peu de travaux, mais on l'a tout fait faire, on a délégué. Et ça a très bien fonctionné. Donc ensuite, on a acheté un premier immeuble de rapport. Donc ça peut paraître impressionnant quand on parle d'immeuble de rapport, mais on est dans une zone chez nous où l'immobilier coûte assez peu cher. On est entre 1 000 euros et 1 200 du mètre carré. Donc on a des immeubles de rapport à partir de 150, 200 000 euros, donc c'est pas non plus des montants délirants. Donc là aussi, ça s'est bien passé. On a montré aux banquiers au fur et à mesure que voilà, tout était rempli, tout tournait pour aller acheter un deuxième immeuble de rapport, un troisième, puis depuis on s'est jamais trop arrêté, à part maintenant, parce que c'est pas lié à la conjoncture, mais plutôt à la création d'entreprise, où les banques sont quand même très frileuses de prêter de l'argent du moment qu'on n'a pas 2 ou voire 3 bilans positifs avec une société. Mais donc voilà, on est tombé comme ça dans l'immobilier et progressivement on s'est fait un joli patrimoine. Et du coup, c'est vrai que ça a attisé la curiosité des amis qui voulaient investir dans l'immobilier. Et c'est comme ça, vraiment de bouche à oreille, en conseillant les amis qui sont devenus ensuite les amis d'amis, où j'ai donné plein de conseils sur l'immobilier, que j'ai ouvert une activité parallèle à mon activité d'ingénieur. Donc j'ai rejoint, je crois, en 2018 le réseau qui s'appelle toujours Projet Locatif. Donc c'était un très bon réseau. C'est donc Guillaume et Robin qui étaient aussi investisseurs qui ont créé ça. C'était les tout premiers. À l'époque, on n'entendait pas parler de Mastéos, Beanstalk ou Bivouac et tout ça, tous les gros aujourd'hui qui dominent un peu ce secteur. Donc moi je me suis éclaté en fait à avoir cette activité en parallèle de mon job d'ingénieur, d'accompagner justement des débutants, mais aussi des gens qui pouvaient être aguerris mais qui n'avaient pas le temps, donc pour leur proposer un accompagnement de recherche de biens et de gestion de travaux de rénovation derrière. Ce qui est hyper important d'avoir le package. Pourquoi ? Parce que les gens, forcément, s'ils ont une personne de confiance qui gère à la fois la transaction, l'optimisation de la fiscalité, l'accompagnement sur toute la négociation, le process de transaction, la création d'essais, etc., plus les travaux qui vont derrière, pour eux c'est très important puisque la majorité de mes clients habitent soit sur Paris, Lyon, Marseille, des grandes villes, ne sont pas forcément du coin, mais viennent chercher, par exemple, moi je suis basé en Saône-et-Loire, viennent chercher des bons rendements, voire l'autofinancement qui est aujourd'hui quand même de plus en plus compliqué avec la hausse des taux, mais on arrive quand même à trouver de très bonnes affaires. Ça fait déjà un beau parcours. Merci Alexandre pour tout ça, mais c'est vrai qu'en effet, on voit ce parcours entre guillemets multi-casquette, où d'une part tu as cette appétence pour l'ingénierie, la construction, avec cette épopée avec ces grandes constructions, ces grands ponts métalliques, etc., avec un passé avec les parents, dans le monde de l'agriculture, donc de la terre, de la terre à la construction au métal, et puis après c'est mercredi, c'est samedi passé à rénover des fermes, etc. C'est peut-être ça l'étincelle qui t'a donné, toi, le goût un petit peu de la pierre de l'immobilier, ce qui t'a amené à faire avec ta femme donc ce premier investissement, cette première acquisition en 2015 qui, on l'a bien compris, avec une expérience positive, en a amené plein d'autres où tu as dupliqué simplement ce modèle. Ouais, c'est ça. Après, donc là, en effet, donc tu t'es
associé ou en tout cas tu as rejoint l'équipe que tu viens de citer sur l'investissement clé en main, mais aujourd'hui donc tu n'es plus là-bas, tu n'es plus avec eux, mais tu as créé Baluchon. Ouais. Pourquoi Baluchon? C'est quoi Baluchon? Pourquoi? Alors exactement, en fait, pourquoi j'ai quitté Projet Locatif, puisque parallèlement à tout ce que je viens de te raconter, ma femme et moi on a été vraiment choqués de la fin de vie de nos grands-parents respectifs. Pour te donner juste un exemple, moi, ma grand-mère a passé les 8 ou 9 dernières années de sa vie dans une chambre d'EHPAD de 12 mètres carrés. T'imagines le truc, qui était blanc, aseptisé, Ouais. avec aucune humanité, on va dire, dans le bâtiment. Alors t'avais beau essayer de tapisser avec des cartes postales, des photos, n'empêche que c'était vraiment une ambiance qu'on peut dire de mortifère. Pour autant, les infirmières étaient géniales. C'était juste qu'elles n'avaient pas assez de temps. Tout simplement, c'était le système en lui-même n'était pas fait pour accompagner que ce soit la fin de vie ou même l'étape d'avant, le bien vieillir globalement des résidents. Et puis on s'est posé de nombreux week-ends avec ma femme pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour à notre échelle essayer d'améliorer tout ça. On s'est dit d'un côté on s'est investi, on s'est accompagné les gens. Donc ce qu'on va proposer, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on a une population qui est très vieillissante, mais ça on va en parler un peu plus des chiffres plus tard, mais on s'est dit dans notre process d'accompagnement d'investissement locatif, quand techniquement c'est possible, on va essayer d'adapter un maximum de logements à la baisse d'autonomie des seniors. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les immeubles de rapport qu'on propose, puisqu'en général on est très focus sur les immeubles de rapport sur nos secteurs, si on est proche des commerces, on va proposer d'adapter à minima le rez-de-chaussée à la baisse d'autonomie des seniors, parce que ça a plein d'avantages. C'est quoi les avantages? C'est que déjà on a une demande locative qui est élevée. Ça, vous pouvez mettre une fausse annonce sur le Bon Coin 20 et vous allez avoir des dizaines de demandes. Elle va être croissante, puisqu'en fait la tranche des 74 à 85 ans, elle va bondir de 50% à horizon de 2030. Ah oui, 50%. 2030, c'est quasiment demain, quoi. Donc c'est vraiment une échéance assez courte. Et c'est une population de personnes qui ne vont pas perdre leur retraite du jour au lendemain. C'est-à-dire que leur retraite, même si elle est souvent pas géniale, on n'a pas le risque comme potentiellement un locataire intérimaire en CDD ou même en CDI. Tu peux perdre en CDI quand même du jour au lendemain si ta boîte coule. Là, avec la retraite, tu as quand même des garanties financières. Donc, t'as aussi, c'est une génération qui prennent vraiment soin des appartes. Moi, je l'ai vu sur tous nos logements en rez-de-chaussée. On a fait du senior. Voilà, ils te rendent vraiment les appartes nickel. Et puis, c'est des personnes qui vont rester longtemps. Et moi, si tu veux, je suis un investisseur assez feignant. Enfin, j'essaie de me forcer à être feignant parce que je fais quasiment que du nu maintenant. Et je cherche, puisque je gère la moitié de mon parc en direct, à ce que les locataires restent le plus longtemps pour éviter de perdre du temps justement sur ce turnover-là. Donc, en fait, les personnes âgées, ils vont rester quasiment, entre guillemets, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vraiment ils aient une grosse baisse d'autonomie ou alors un besoin de soins médicaux vraiment plus poussés. Mais l'idée, c'est vraiment, le step numéro 1, c'est qu'ils aillent dans ce type de logement pour vivre plus longtemps, plus proche des commerces, avec une vie sociale plus épanouie, parce que ça aussi, ça pèse vraiment. C'est-à-dire que la baisse d'autonomie physique, c'est une chose, mais l'isolement social pèse énormément, voire plus que le physique. Je crois que c'est dans le dernier rapport, je ne sais plus quel dernier rapport, j'avais entendu le terme de mort sociale, que je ne connaissais pas, qui a bondi sur les 3 dernières années de 40%. Je crois qu'il y a 800 000 personnes en France qui souffrent de la mort sociale. Donc ça veut dire quoi? De mémoire, ça veut dire que la personne ne parle pas à quelqu'un plus d'un quart d'heure par mois. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alors moi qui adore les interactions humaines, c'est-à-dire que quelqu'un est coincé chez elle pendant plus d'un mois et ne voit personne. C'est-à-dire qu'en fait, souvent les enfants sont à droite, à gauche, éloignés, n'ont pas le temps, on a tous des vies à 100 à l'heure. Et du coup, si ta maison est éloignée des commerces, éloignée de tes potentiels amis, même d'un kilomètre, comme c'est souvent le cas à la campagne, peut-être que tu peux plus utiliser ta voiture, tu vois personne, quoi. À part ta télé, tu n'as aucune interaction, ce qui est vraiment, de mon point de vue, horrible, quoi. Oui, c'est terrible, ça se comprend très bien. Ouais. Du coup, c'est comme ça qu'on a créé Baluchon. Donc Baluchon, c'est quoi? C'est un petit réseau, vraiment à taille humaine. Au départ, on ne devait être que 2, moi et mon frangin, parce qu'il a exactement le même parcours que moi et il était sensible aussi à ces causes-là. Donc on propose des investissements complets, donc ça va de l'optimisation vraiment de la stratégie d'investissement avant de rechercher tout bien. Donc on définit vraiment une cible, une stratégie
en fonction des envies et des capacités des personnes. Et en fait, tout le monde a envie d'investir, mais pas forcément avec le même but. Okay. Et donc ça, on fait vraiment le point du départ et on choisit la stratégie fiscale, surtout parce que la fiscalité, c'est la règle du jeu de l'immobilier, donc on la définit vraiment en amont. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a défini cette cible d'investissement, on recherche sur place les biens qui peuvent correspondre. Et dès qu'on trouve, voilà, on présente aux clients de manière la plus complète possible avec une projection comptable sur les 20 prochaines années pour vraiment qu'on n'ait pas de surprise. Donc, on budgète tout, c'est-à-dire que quand on annonce des rendements, on prend tout en compte, nos honoraires, les travaux, les frais de notaire, les frais bancaires, tout. Quand on présente un plan d'investissement, on prend toutes les charges annuelles, que ce soit l'assurance P&O, on fait même des provisions de travaux en fonction du type de bâtiment. Pour que vraiment on n'ait pas de surprise, on se passe dans des projections réalistes ou pessimistes, c'est-à-dire qu'en fait, volontairement, on est pessimiste, comme ça, dans le futur, on n'a que des bonnes surprises. C'est vraiment comme on envisage, nous, nos propres investissements, et on fait exactement pareil pour nos clients. Et c'est vrai que le réseau, donc, il a bientôt 2 ans. On devait être 2 au départ. C'est vrai que de bouche à oreille, ça a grandi, parce que via les investisseurs que je connais, ils sont souvent marchands de biens, comme on évoquait en début d'entretien. Et en fait, marchands de biens, pour moi, c'est vraiment des profils très intéressants. Pourquoi ? Parce que déjà, ils connaissent vraiment bien la fiscalité, ils connaissent bien les travaux, et du coup, potentiellement, en activité secondaire, ça leur plaît d'accompagner des particuliers vers de l'investissement locatif. Et c'est souvent des gens qui sont passionnés. Moi, je raisonne beaucoup au feeling, donc si vraiment la personne, elle a une bonne capacité de gestion de travaux, de fiscalité, et surtout qu'elle est passionnée par l'immobilier. C'est comme ça qu'on a recruté nos premiers conseillers chez Baluchon, et aujourd'hui, on est une petite quinzaine de conseillers là, fin d'année, donc c'est très cool. On veut rester très petite structure, parce qu'on ne veut pas multiplier les interlocuteurs. Tu vois, quand les gens s'inscrivent chez nous, ils tombent directement sur moi pour un entretien préliminaire. Je fais le point avec eux individuellement. Et après, voilà, s'ils sont prêts à passer à l'action, si on a coché toutes les cases, là, je les dirige vers les conseillers. Et c'est vraiment le conseiller qui va être l'interlocuteur du début à la fin. Voilà. Il n'y a pas de conseiller clientèle à droite à gauche. C'est vraiment très simple et c'est vraiment voulu de notre part, quoi. Ouais, super intéressant. Bah, écoute, félicitations pour ce parcours et puis le développement de la boîte Baluchon. On voit bien cette volonté de rester à taille humaine avec un accompagnement de A à Z pour le client. Je réalisais une émission avec Julien Calamotte sur l'immobilier. Julien Calamotte qui a sa boîte Artae qui fait également il propose de l'investissement locatif clé en main. Et pareil, ce qui ressortait de son entretien, c'est qu'il souhaitait aussi rester à taille humaine, même s'il y a une volonté de croissance, j'imagine, comme toi, mais pour éviter de tomber dans les travers peut-être de plus grosses structures que tu as peut-être pu citer tout à l'heure, où parfois le client, l'investisseur qui souhaite être accompagné à investir peut se sentir un petit peu noyé et perdu dans la masse et sans trop d'interaction, sans trop de suivi peut-être. Et donc ça, on sent bien chez vous cette volonté de rester proche du client, de l'accompagnement. Tu parlais tout à l'heure très intéressant de la demande locative des seniors qui est assez forte et qui potentiellement va augmenter au fur et à mesure des années. Donc ça, on comprend bien, c'est la démographie qui va faire ça, forcément la population, on va dire, vieillissante, donc un besoin de se loger de plus en plus important pour les seniors. Tu parlais du Bon Coin, etc. Est-ce qu'il y a, par exemple, une réelle demande sur le Bon Coin ? Je ne sais pas comment tu mettrais une annonce en évidence pour attirer ces personnes. Si tu as refait un appartement adapté, on reviendra aussi sur ce qu'il faut faire dans les appartements pour pouvoir les adapter correctement. Mais comment tu attires après, d'un point de vue locatif, le senior, cette cible-là ? Très bonne question. En fait, le Bon Coin est vraiment suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle demande. Moi, le dernier appart que j'ai adapté à titre perso, en 24 heures, j'ai eu 7 demandes. 7 demandes qu'on visitait dans la semaine et 7 dossiers. C'est-à-dire que quand on fait vraiment des choses de qualité, aujourd'hui, c'est des logements qui sont tellement recherchés que les gens se ruent dessus. Et c'est pas toujours les personnes âgées qui cherchent pour elles-mêmes, c'est souvent les enfants. Donc en fait, le Bon Coin, pour eux, ils ont baigné dans le Bon Coin. Sinon, on n'a jamais eu à le faire, mais je pense qu'une technique qui fonctionnerait très bien, c'est le simple panneau ou alors le petit flyer à la boulangerie. Puisqu'en fait, c'est vraiment... Tu vas attirer des potentiels prospects qui sont vraiment sur ce secteur géographique, donc ça peut être une bonne idée. On n'a vraiment jamais eu à le faire parce qu'avec le Bon Coin, on a vraiment largement suffisamment de personnes. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que
ce petit démarchage au pire à la boulangerie, bureau de tabac, etc., ou le petit panneau, on peut penser de prime abord que ce sont des méthodes un peu old school à l'heure du digital, etc., etc. Mais ça a l'avantage au moins de cibler la bonne personne dans le bon rayon géographique. Et donc là, en termes de ciblage, au final, d'une méthode potentiellement vieillissante peut être aussi adaptée. Ouais, c'est une bonne idée. Pour te donner un exemple, on a fait un peu de flyering vendredi dernier. On a tout simplement ciblé le marché du secteur. Il y a un marché qui est le vendredi. Donc l'avantage, le marché que le vendredi, c'est que les seniors qui y vont, les actifs ils n'y vont pas. Et nous là, on voulait cibler les gens qui étaient un petit peu en dehors de la ville. Donc en fait, on a été sur la place principale qui était blindée de voitures. Et en fait, c'était que des personnes en baisse d'autonomie. Et on a eu beaucoup de bons retours justement là-dessus, alors que voilà, on a passé à peine une demi-heure à mettre des flyers, et quand c'est bien ciblé, je pense que cette technique est quand même très efficace. Et ouais, en effet, et puis même les marchés, en effet, on imagine peut-être la personne senior, etc., qui va faire ses courses, peut-être potentiellement accompagnée par ses enfants. C'est ça. Voilà, et puis donc les enfants peuvent prendre le relais aussi sur l'annonce, sur le truc, enfin pour accompagner. Ok. Comment on rénove, enfin, c'est quoi les critères de rénovation parce que donc toi tu le fais à titre personnel, en effet, après tu le fais avec c'est le cœur, avec Baluchon, c'est le cœur, c'est l'objet de Baluchon. Qu'est-ce qu'il y a à voir, à prévoir, parce que c'est vrai que je me dis pour des investisseurs qui veulent même potentiellement se débrouiller par eux-mêmes, même personnellement, ça m'intéresse à titre perso. D'adapter justement et de se dire on a tous l'image d'un rez-de-chaussée qui est souvent peu valorisé parce que bruyant, etc., ça n'intéresse personne. Les classes DPE souvent sont un peu plus un peu moins bien notées, etc. Mais au final ça peut être très très intéressant dans une copro, une résidence sans ascenseur typiquement, de se dire tiens, ça peut être très très adapté à des seniors. J'ai eu pas mal de demandes, je fais de la location courte durée et c'est souvent que j'ai de la demande justement pour des personnes soit à mobilité réduite, c'est encore autre chose, ou soit pour des personnes seniors. Ils me demandent est-ce que vous avez des appartements disponibles en rez-de-chaussée parce qu'ils ne veulent pas se taper les étages. Donc l'emplacement ok pour la mobilité, mais après qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur pour adapter tout ça au mieux? Oui, tout à fait. Effectivement, les rez-de-chaussée sont vraiment notre cible prioritaire. Et souvent, c'est rentable. C'est rentable pourquoi ? Parce que les rez-de-chaussée sont souvent sous-évalués par les personnes, donc on achète au mètre carré moins cher. C'est-à-dire, alors j'ai plus les stats en tête, mais je pense au moins 10% par rapport à un appartement qui pourrait être en étage. Et pour nous, c'est vraiment une aubaine puisqu'on achète moins cher. Les travaux vont être les mêmes que tu les fasses au premier au rez-de-chaussée, donc le budget de travaux va être constant. Et du coup, tu auras une meilleure rentabilité à la fin. Donc il y a deux choses. En fait, il y a vraiment tout ce qui est travaux d'adaptation de l'ergonomie en elle-même. Donc pourquoi ? Pour limiter vraiment tout le risque de chute. Là où il y a le plus de travaux, c'est vraiment l'adaptation des salles de bain. Parce que c'est vraiment cette pièce, on a le plus grand nombre de chutes. Pour donner un chiffre, tous les ans, il y a 10 000 décès qui font suite à des chutes. Donc c'est énorme, c'est quasiment 3 fois plus que les décès sur la route. Pourtant, on n'en entend vraiment jamais parler. Enfin, au 1er janvier 2024, il va y avoir le plan anti-chute avec ma prime ADAP du gouvernement qui va être une très bonne chose. Mais c'est vrai que depuis 10 ans, on n'entend pas parler alors que la population est déjà vieillissante. Ça va être exponentiel, mais c'est déjà vieillissant. Donc dans un premier temps, on vient adapter vraiment l'ergonomie. Donc, en fait, je te confirme sur ce point, pour avoir eu une carrière chez les sapeurs-pompiers, en effet, on est beaucoup plus confronté à faire des interventions sur des chutes de personnes âgées que d'accidents de la route. Et en quelque sorte, peut-être heureusement, je ne sais pas, mais c'est dans l'air du temps. Et même indépendamment des statistiques que tu donnes, je pense que tous ceux qui nous écoutent, qui ont des parents peut-être vieillissants, âgés, etc., c'est vraiment soit c'est déjà arrivé, des chutes avec col du fémur ou des complications ou une blessure, etc., un petit traumatisme derrière, ou alors en tout cas c'est la crainte réellement qu'on a de voir, d'aller rendre visite à nos anciens et de retrouver allongés au sol. Donc oui, en effet, c'est une réelle problématique auquel y faire face. Donc pour ça, vous limitez, donc dans la salle de bain, parce que sol glissant, etc., vous limitez, vous faites quoi, par exemple ? Alors, nous, on a travaillé avec des ergothérapeutes, si tu veux, pour vraiment optimiser un cahier des charges qu'on a fait, qu'on a illustré, qu'on donne à nos artisans. C'est-à-dire que les artisans
eux, quelque chose d'illustré, ils comprennent très rapidement, puisqu'ils ont souvent la tête dans le guidon. Pour eux, c'est assez nouveau, cette adaptation. Donc en fait, déjà, ça va commencer par avoir une douche plate. Potentiellement, ce qui est bien aussi, c'est de mettre, c'est tout bête, mais un petit tabouret escamotable dans une douche. Ça peut paraître bête quand on est valide. Par contre, c'est vrai que quand on est une personne âgée, alors moi je l'ai fait dernièrement pour un des locataires, elle n'en voyait pas l'intérêt, je lui ai dit je vous le mets quand même, et c'est escamotable, vous l'enlevez si vous n'avez pas besoin. Je suis revenu un mois plus tard, voilà, le tabouret était son grand ami, quoi, parce qu'en fait c'est vraiment... tu as besoin de moins d'énergie pour prendre ta douche, donc ça peut paraître bête, mais voilà, quand tu baisses en autonomie, la moindre énergie, tu la comptes vraiment, donc ça commence vraiment par la douche. Si tu veux, on n'est pas du tout, on fait pas des appartements PMR, c'est-à-dire que les gens sont pas un fauteuil. Souvent, ils commencent à baisser en autonomie. Ça peut arriver qu'ils ont des déambulateurs, donc dans la mesure du possible, on essaie de mettre des blocs portes avec une ouverture de 80 cm minimum, mais c'est surtout vraiment le risque de chute qu'on va essayer de limiter au niveau ergonomie. Et dans un deuxième temps, on va venir sécuriser le logement. Donc en fait, sécuriser le logement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en cas de problème, il faut qu'en temps réel, les proches ou les aidants puissent être avertis. Je te donne un exemple tout bête. Si tu tombes dans la douche, ce qu'on vient mettre, nous, c'est une tirette d'alarme connectée. Donc c'est-à-dire que ça marche via le Wi-Fi. Pourquoi une tirette de douche ? Parce que tout simplement, alors, on peut proposer, tu sais, les bracelets ou les colliers téléassistance. Souvent, c'est assez mal accepté pour les gens qui ont encore leur autonomie, parce que voilà, c'est quand même compliqué de mettre ce système en place, même s'il est merveilleux. Pour autant, une tirette de douche ou un bouton poussoir d'alerte, entre guillemets, c'est physique, ça reste dans la salle de bain. Donc, tu risques pas d'enlever ton bracelet dans le salon et de tomber dans la salle de bain et de décoincer. Je te dis ça, c'est arrivé à ma voisine il y a quelques mois, et elle a passé la nuit du coup par terre, donc ça a été horrible. Donc typiquement, on met ce type d'équipement pour que les proches ou les aidants, tac, il y a un problème, ils ont une notification sur leur portable en 5 secondes, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que déjà, tu sécurises le logement, mais c'est aussi bien pour apaiser la charge mentale des proches. Puisqu'on a toujours, dans notre entourage, on a tous eu le cas de personnes qui vieillissent. Et comme tu disais très justement, on a la crainte d'appeler quasiment tous les jours pour savoir si ça va, mais on se dit c'est peut-être pas assez si elle tombe la nuit, etc. Donc avec ces équipements-là, la charge mentale des aidants est un peu diminuée, je pense. Donc voilà, c'est vraiment les deux étapes. On adapte l'ergonomie et ensuite on vient sécuriser ces logements-là. Ok, d'accord, ouais, donc éviter au maximum le risque de chute, donc douche plate si possible, et éventuellement la petite chaise là où le petit tabouret escamotable, le système d'alarme indirect, pour le coup, c'est pas de la téléalarme forcément directe avec soit le collier ou le bracelet, mais indirect dans les endroits sensibles, donc typiquement en effet la douche, sol glissant, etc. Ok, j'imagine les toilettes, c'est pareil, avec peut-être une petite barre sur le mur. Enfin, ce sont des choses de toutes bêtes qui coûtent pas grand-chose et qui permettent tout de suite de faciliter la vie. Voilà, en tout cas, d'accompagner à une diminution de l'autonomie de la personne, quoi. C'est ça, exactement. L'idée, c'est vraiment que ces personnes puissent vieillir plus longtemps, plus heureux chez eux, avant d'aller au step d'après. C'est vrai qu'il y a plein d'accessoires. Hein. Je peux te citer les chemins lumineux. Ça coûte rien. Un chemin lumineux, ça coûte 50 €. Ah oui. C'est quoi un chemin lumineux ? C'est quand la personne va se lever pour aller aux toilettes la nuit. En fait, c'est comme une prise avec un détecteur de présence. Et en fait, ça va faire une lumière douce, mais ça va vraiment allumer le sol avec une lumière qui ne va pas venir te faire mal aux yeux. Et du coup, ça, c'est prouvé que ça te diminue drastiquement le risque de chute la nuit, quoi. Et ce n'est pas des équipements qui coûtent cher. Et ce qui va coûter le plus cher, évidemment, c'est la rénovation de la salle de bain. Mais si tu t'attaques à des appartements où dans tous les cas il fallait rénover cette salle de bain, le fait de mettre une douche à l'italienne, de mettre quelques accessoires par-ci par-là, il va pas avoir un surcoût énorme, tu vois, par rapport aux bénéfices que tu vas pouvoir avoir, et le fait que tu mettes tous ces accessoires, tu vas pouvoir augmenter aussi le niveau de service et du coup par effet de ricochet le loyer hors charge que tu vas pouvoir mettre sur tous les appartements. En moyenne, au moins on augmente de 50 € le loyer.
au moins. Ça, c'est vraiment fourchette basse. Et des fois, ça va à 100 ou 200 euros quand on fait vraiment quelque chose de très qualitatif et où il y a une forte demande. Donc l'idée, c'est quand même de rester accessible à un plus grand nombre. Mais étant donné que nous, on rénove, et on va parler après, mais aussi au niveau énergétique, on rénove vraiment les bâtiments, on les isole. Si tu veux, c'est une des premières questions des locataires, c'est maintenant, c'est combien coûte le chauffage. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si tu as un appartement avec 150 euros de chauffage et 150 euros de frais de copro, en fait, voilà, ton loyer il sera ridiculement bas. Alors que si tu arrives et que ton chauffage il va te coûter avec ton chauffe-eau 50 euros par mois et à charge de copro tu n'as rien ou tu as très peu, là ton loyer tu vas pouvoir l'augmenter, quoi. Ouais, bien sûr, et c'est vrai que ça va être des questions pour les locataires, toutes générations confondues, qui vont être de plus en plus présentes, et c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, sur la consommation, sur la typologie du chauffage, combien ça va me coûter. Et encore plus peut-être pour nos anciens qui sont souvent très sensibles à ces considérations de chauffage l'hiver, de se sentir bien et d'avoir peur que ça coûte énormément, etc., etc. Et donc ça permet de venir rassurer et de faire de réelles économies pour le coup et d'aller dans le sens en plus de l'histoire d'un point de vue écologique. C'est ça. Combien ça coûte une rénovation? Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de surcoût, mais pour rester sur le coût de la rénovation, adaptabilité, puis après on va avancer sur la partie énergétique, très très intéressant. Ouais. Mais combien tu peux estimer, je sais pas moi, le coût d'une rénovation d'un appartement? Tu vas me dire, ça va dépendre des artisans, etc. Question, mais... Ouais, c'est vraiment, c'est surtout au cas par cas de l'état initial de l'appartement. Si ton appartement, il devait être vraiment rénové de fond en comble, donc là, tu as forcément un gros budget de travaux à prévoir. Mais on va dire le surcoût pour adapter le logement senior, c'est quelques milliers d'euros. C'est pas plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est quelques milliers d'euros. Et dans ce budget-là, j'inclus le pack domotique. Le pack domotique, on va parler de choses qui vont coûter environ 1000-1500 euros. Par contre, qui vont avoir un gros bénéfice, quoi, tu vois. Donc c'est rentable. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on essaye d'allier l'investissement locatif et le bien vieillir. C'est pas toujours simple à expliquer, mais il faut aussi que cette transition, et on en parlera après, la transition écologique, elle soit rentable. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui, si tu fais quelque chose de pas rentable, tu vas être vite bloqué. Tu vas faire un ou deux investissements, puis après la banque, elle va regarder ton taux d'endettement, ça va être terminé. Si tu veux avoir beaucoup d'impact, que ça soit pour le bien vieillir ou pour l'écologie, il faut que ça soit il faut vraiment que ça soit rentable, mais il faut que ça soit juste. C'est-à-dire que tu vas pas doubler le prix de ton loyer parce que en fait tu es le seul dans le quartier. Même si tu le louerais, je vais pas trouver ça éthique et moi ça me ressemble pas, donc je le ferai pas. Mais il faut que ça soit au prix du marché, mais tu peux un peu mettre plus cher parce que c'est justifié, tu as mis des équipements et tu as vraiment une rénovation au niveau énergétique qui est de qualité. Ouais, bien sûr. Ouais. En termes d'équipement, donc, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses, de petits équipements pour accompagner les seniors qu'on n'aurait pas évoqué là? Ça va être quoi? Des systèmes de volets électriques peut-être pour éviter de tourner la manivelle? J'en sais rien, moi c'est... Ouais. Exactement. En fait, les volets électriques, c'est vraiment le top quand tu peux. Des fois, quand tu as des bâtiments classés, tu peux pas. Mais ça, c'est vraiment le top parce qu'avec un bouton, tu peux fermer tous les volets. Faut bien se dire que ouvrir une fenêtre, aller à l'extérieur, pousser les bras, ça peut être très dur pour ces personnes-là. Et s'il faut sortir dehors, même si tu es au rez-de-chaussée, pour aller fermer tes volets, dans la pratique, ça se fait quasiment jamais. Donc effectivement, il y a ce côté aussi sécurité que les personnes âgées aiment bien. C'est-à-dire que même si tu es au rez-de-chaussée, elles aiment bien être en sécurité. Donc tous les soirs, elles vont avoir tendance à fermer tous les volets. Nous, il y a quelque chose qu'on met, c'est-à-dire on met des judas numériques. Donc les judas ou les interphones numériques, c'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui sonne chez toi, ou même tu as un détecteur de présence, c'est-à-dire que même si le gars ne sonne pas, mais tu as une présence devant chez toi, tac, tu as un écran, alors c'est un grand écran, c'est-à-dire que pour que les gens puissent le voir, et avec leurs doigts, c'est un truc hyper simple, hyper basique, tu as un bouton, voir qui est derrière la porte. Ça, c'est hyper important. Nous, pour faire ce cahier des charges et trouver cet équipement, on a travaillé avec une association qui a équipé plus de 100 ménages, 100 foyers, et de plein d'équipements de domotique. Et puis à la fin, on leur a demandé, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est gadget. Et en fait, le judas numérique, c'est quasiment, c'est vraiment le top, ce qui est vraiment demandé en premier, parce que avant d'ouvrir la porte, il veut le voir. Parce qu'aujourd'hui, on se fait démarcher aussi bien au téléphone mais même en physique, on se fait démarcher beaucoup commercialement par tout un tas d'entreprises. T'ouvres pas ta porte à n'importe qui, d'autant plus quand tu es un senior, donc ça c'est vraiment intéressant aussi à installer pour les logements seniors.
Ouais. Et donc, c'est quoi? C'est un interphone, Alors là, pour le coup, visio, nous, non, c'est ouais, en fait, c'est un Judas c'est numérique. vraiment. Donc, en fait, tu vois, dans le trou du Judas, tu démontes le Judas que tu as naturellement. Parce qu'en fait, Ouais, tu vois, rien que le fait de mettre son œil, en fait, quand tu vois plus grand chose, tu vois rien dans le Judas physique. ouais, Donc, tu remplaces cet équipement exactement dans le même trou. Tu n'as pas à repercer. Et derrière, tu viens plugger un écran. Et en fait, ok. ça te fait à la fois sonnette, ça te fait à la fois détecteur de mouvement. Et après, ça peut être un peu gadget, mais tu peux mettre même une carte SD qui enregistre qui était présent à quelle heure. Ça, Hmm, ça peut hmm, être, hmm. peut être intéressant, ça peut sécuriser, on va dire, les enfants s'ils ont envie de savoir. Mais après, voilà, c'est hyper intéressant comme système et ça coûte pas très cher, ça coûte entre 200 et 300 euros, quoi. Et ouais, en effet, ouais, ça comme tu le dis, dans un Judas, même quand on a une bonne vision, Ouais, on voit pas forcément très très distinctement, c'est pas forcément top. Et là, le fait d'avoir quelque chose de numérique sur un bel écran, une petite caméra, ouais. Ok, super intéressant. Donc ça, et pour les équipements, peut-être dans la chambre, il y aurait des choses à prévoir en particulier. Bon, là, toi, tu t'adresses sur de la mm, location nue, donc ça va peut-être plus se tourner sur le mobilier, j'imagine. Mais bon, après, à c'est ça. chacun de voir. C'est vrai. Mais En fait, sinon, les seniors aiment beaucoup amener leurs meubles. Pourquoi? Parce que c'est encore des meubles de famille. Toi et moi, on baigne plus dans la génération Ikea où c'est des meubles de consommation. Mais eux, c'est vraiment des meubles de famille qui gardent. C'est des meubles de souvenirs, j'ai envie de dire. Donc hum, malheureusement, hum. quand ils switchent d'une maison pas adapté à un appartement adapté, ils vont réduire la surface, donc malheureusement ils vont devoir se séparer des meubles, donc déjà c'est un crève-cœur pour eux. Donc tu vois, de ramener la commode, de ramener leur table et tout ça, ils sont contents. Donc c'est pour ça qu'on fait des logements pour la plupart qui sont nus. Mais il y a également un marché Mm. pour tous les appartements qui sont meublés, hein. Ça ne veut pas dire que si fiscalement c'est avantageux pour l'investisseur de faire du LMNP pour du meublé et qu'on a de la demande locative, il peut aussi proposer des logements seniors meublés. C'est pas un frein. Par contre, c'est vrai que la majorité, ce sont des logements nus, quoi. Ouais. Et ouais, ouais, Et ouais, ouais, ouais. pour répondre à ta question, dans la chambre, c'est surtout le chemin lumineux qu'on va venir plugger. Sur le chemin entre vraiment le lit et les toilettes, c'est vraiment voilà, à plusieurs Mm. endroits potentiels. Ça dépend vraiment des apparts ou des maisons, mais c'est vraiment cet équipement qui est important, ouais. Et on peut Ouais, aussi on mettre des revient sur le boutons risque d'appel de de. chute la Ouais. nuit. On peut mettre des boutons d'appel d'urgence aussi, un peu comme on fait les tirets d'appel sur les douches. Il y a le même système en physique, donc en fait on le met à hauteur d'une prise, ou tout simplement tu as un bouton qui est très gros, où c'est écrit urgence, tu appuies dessus et directement ça envoie des SMS aux personnes qui sont connectées sur l'application, quoi. Donc tout ça, c'est vrai que ça n'existait pas il y a quelques années. C'est vrai que c'est vraiment des choses qui coûtent pas cher, mais qui changent la vie et qui peuvent, je pense qu'il faut pas avoir peur des mots, ça peut sauver des vies, quoi. Ah bah clairement, ouais, une alerte donnée dans le bon tempo, qui est bien Ouais. reçue, etc. Suite, je sais pas, on se sent pas bien, il y a un malaise, ou suite à une chute, ou etc. Ça peut vraiment, oui, en effet, se sauver des vies. Euh, ok, super intéressant, on y voit plus clair, et c'est vrai que tous ces services permettent encore une fois de se distinguer, et d'un point de vue même locatif, et aujourd'hui, enfin pour avoir quand même une certaine appétence sur l'immobilier, pour avoir fait pas mal de visites, pour être en contact d'agences, d'agents, etc., et faire pas mal de biens, on n'a pas encore tout ça, c'est pas encore présent aujourd'hui, et je Ouais. pense qu'il y a une réelle nécessité. En tout cas, les personnes qui se lanceraient sur cette typologie de rénovation, d'adaptabilité et de cible, en tout cas pour les seniors, c'est vrai que c'est essentiel, et on comprend vite pourquoi, en effet, tes quelques annonces sur le Bon Coin, en tout cas les personnes et les clients aussi que tu accompagnes, bah, ça se loue très 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 bien et très 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 vite. Il y a aussi la notion de coût, parce que forcément, tu as un appartement qui est rénové de A à Z, avec les services qui est adapté pour accompagner les seniors. Et en plus, quand on le met en parallèle par rapport aux différents services qui peuvent exister, soit la maison de Mm. retraite, ou alors les résidences seniors, les résidences services qu'il y a entre deux, voilà, ben là c'est encore une autre alternative enfin entre guillemets à moindre coût, quoi, beaucoup beaucoup moindre Mm. coût. Parce qu'un logement, un studio, faut voir en fonction des villes, mais on peut se loger grosso modo aux alentours de 300, 400, 500, 600 euros en fonction des villes du marché pour un studio, ou pour un petit T2. Bon là, si c'est 50 euros de plus, allez, même si c'est 700 euros, mise en parallèle versus 3000, 4000 euros dans une maison de retraite, un EHPAD, Mm. Ouais, c'est qui clair. est mortifère, comme tu dis, etc. Enfin, on comprend vite la nécessité, le besoin, et en plus, indépendamment du coût, la volonté, quand même, il y a beaucoup de seniors, et je ne sais pas si c'est une tendance ou pas, mais en tout cas, c'est une réalité,
il y a beaucoup de seniors qui souhaitent avoir leur autonomie et rester chez eux, en tout cas d'avoir un chez eux, quoi, et de pas forcément partir en maison de retraite tout de suite, voilà, soit par orgueil, soit par ego, soit par capacité, tout simplement, où des fois la famille voudrait pousser la personne, voilà, l'ancien en maison de retraite, de dire tiens, ça évitera que je me déplace 458 fois par jour parce qu'il est tombé dans l'escalier, etc. Ben là, on élimine tout ça, le risque de chute, on revient en même, et donc c'est une belle étape intermédiaire. On comprend bien la demande locative. Ouais, c'est ça. C'est vrai que la demande numéro 1 des personnes, c'est de vieillir à domicile. Après, est-ce que le domicile peut être adaptable ou pas? Est-ce qu'il est proche des commerces? Ça, de toute façon, c'est vraiment au cas par cas. Mais c'est vrai que avoir un appartement adapté et avoir une vie sociale qui est boostée parce que tu es proche des commerces, c'est tout bête, mais tu peux aller faire à pied ton marché, etc. Ça participe vraiment au bien vieillir. Et c'est vrai que la question du pouvoir d'achat, elle est essentielle. La retraite moyenne en France, c'est environ 1 400 euros. Donc, comme tu disais, quand tu peux vieillir à domicile, il n'y a entre guillemets pas de problème, c'est jouable. Ça dépend des villes, mais globalement, c'est jouable. Par contre, effectivement, quand tu commences à regarder la maison de retraite, l'EHPAD, etc., où au début de gamme, tu es à 2 500 euros. Donc, tu as quelques aides en fonction du fameux GIR, donc un peu le barème pour la baisse d'autonomie. Mais ça reste hyper compliqué, c'est-à-dire que la personne aujourd'hui qui n'avait pas de capital, qui n'était pas propriétaire de son logement, je ne sais vraiment pas comment il peut faire. C'est-à-dire que nous, notre cible, c'est vraiment les locataires. Donc les locataires, c'est des gens qui sont souvent qui n'ont jamais été propriétaires. Donc forcément, dans la plupart des cas, ils n'ont pas un énorme capital non plus à côté. Donc si nous, en tant que bailleurs, on ne vient pas aider ces personnes, je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'ils ne pourront pas aller en maison de retraite. Donc moi je suis très content ces dernières années et depuis le scandale Orpea, d'ailleurs je conseille le livre des Fossoyeurs à tout le monde pour se rendre compte vraiment des problèmes. C'est vraiment un bouquin d'investigation où ils ont été très très loin, ils ont pris beaucoup de risques d'ailleurs, et qui montre vraiment l'envers du décor des EHPAD. Alors pas tous les EHPAD, mais les EHPAD qu'il a visités, notamment Orpea, et depuis, même un peu en amont, il y a pas mal d'acteurs qui sont lancés sur l'habitat partagé pour seniors. Ça c'est vachement bien. C'est quoi l'habitat partagé pour seniors? C'est un peu le step d'après, c'est-à-dire que nous on propose des logements adaptés. Par contre, quand tu commences vraiment à baisser en autonomie, ça te rassure d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24 qui peut veiller sur toi. Et du coup, nous ce qu'on développe avec plusieurs opérateurs d'ailleurs, on peut le proposer aussi à nos investisseurs. Par contre là du coup c'est vraiment des budgets qui sont plus conséquents. On est entre 500 et 600 000 euros et c'est plutôt à destination des personnes on va dire qui sont sur leur fin de carrière d'investissement, puisqu'on est sur des rentabilités d'environ 5% brut. Par contre c'est du commercial, donc c'est-à-dire que c'est ultra passif. Et en fait on fait quoi? On va rechercher des vieilles maisons, alors souvent des belles baraques, parce que c'est souvent des hôtels particuliers de 350-400 mètres carrés qu'on vient retaper intégralement. On vient faire 8 chambres avec des salles de bain individuelles. On vient installer un élévateur et l'idée c'est d'être vraiment comme à la maison, d'avoir des espaces communs pour qu'ils puissent s'épanouir. On leur met un poulailler, on leur met un potager, ils sont proches des commerces, c'est vraiment top. Moi, je pense que je vais kiffer vieillir dans un environnement pareil. Et ils ne sont pas tout seuls, voilà, c'est à taille humaine, entre 8 et 10 personnes. Et il y a un système de maîtresse de maison qui est mis en place avec les opérateurs partenaires avec qui on travaille, qui sont vraiment géniaux, pour qu'en fait, elles puissent faire à manger, faire les courses. Mais voilà, si les seniors ont le désir de faire eux-mêmes à manger, ils peuvent. La cuisine est libre d'accès, donc ils ont leur intimité dans leurs chambres qui sont quand même assez grandes, avec un fauteuil, une télé, etc. Mais ils ont aussi les espaces communs, donc tu as un peu le meilleur des deux mondes, et c'est des choses qui se développent vite et bien, et je trouve que c'est très bien, parce que déjà c'est beaucoup plus accessible. En général c'est entre 1005 et 2000 euros, donc ça reste quand même cher, mais plus accessible que les EHPAD ou les maisons de retraite classiques. Et effectivement, c'est pas du tout la même ambiance. Et je pense qu'on n'a pas assez de recul pour faire des stats, mais je pense que la durée de vie des personnes et même on va dire le niveau de satisfaction est bien meilleur, quoi. C'est tout simplement un système beaucoup plus humain, quoi, parce que là, on est tombé sur les 10 dernières années, les 20 dernières années, on est tombé dans l'industrie des personnes qui vieillissent, quoi. Le scandale Orpea, c'est vraiment ça. C'est les gens sont des pions, ne sont pas des humains, quoi. Donc le moindre sou est en sou, et ils grattaient tout, même jusqu'à. Il y avait un exemple qui m'avait frappé. Ils avaient enlevé les croûtons de pain dans la soupe pour faire des économies, quoi. Donc mais clairement, c'est assez dingue. Ce sont des visions à grande échelle. Alors j'ai pas tout
tout épluché, etc. Mais c'est vrai que ça a fait grand bruit et ça s'entend quand ils veulent rogner sur 10 centimes de repas pour en enlevant les croûtons de pain, comme tu dis, tout ça pour faire des économies, parce que ce sont des économies de masse et d'échelle. À un moment donné, bon voilà, où est la raison, où est le cœur, où est le bon sens et le bien fondé de la chose. Mais ouais, c'est intéressant, le step d'après, justement, c'était le thème de la précédente émission avec Stéphane Salazar sur le co-living, alors plus généralement le co-living, hein, mais justement on avait évoqué ensemble cette possibilité de faire des co-living soit intergénérationnels ou alors à destination purement et simplement des seniors. C'est un petit peu ce que tu évoques après sur des projets plus ambitieux. Parce qu'en effet, des maisons à étage aussi, il faut mettre un ascenseur, un élévateur, quelque chose, enfin bref, donc beaucoup plus ambitieux, mais c'est vrai que le fait d'être partagé, ça revient un petit peu ce que tu disais sur les problèmes de lien social, de communication, etc., en préambule au début de cette émission. Et ça y répondrait aussi, mais en effet, c'est une grosse... C'est une autre histoire, mais il y a un réel marché, et c'est vrai qu'en termes de coûts et de services, encore une fois, on s'y retrouve. Et tant que c'est le particulier ou alors la petite société, SCI, SAS, enfin en tout cas taille humaine qui le fait, je pense qu'en effet, même s'il y a une volonté de rentabilité, et c'est bien normal pour se développer, pour pouvoir faire les choses de qualité, mais ça évitera toutes les dérives, et en tout cas il y aura des réels services, voilà, et on ne se retrouvera pas dans les EHPAD à avoir une infirmière qui passe pour 80 résidents, et débrouille-toi avec ça, et voilà quoi. Donc super intéressant. Sur la partie, on va développer un petit peu aussi rénovation énergétique. Pour dire à nos auditeurs, tu t'es présenté, mais tu vois, je vais le rajouter. Avec ta femme, tu tiens notamment un blog. D'une façon générale, tu as une sensibilité sur tout ce qui est l'écologie au sens large, et tu tiens également. Alors, j'essaye de retrouver le nom. Mais tu tiens un petit blog qui vers la sobriété. Alors c'est pas la sobriété heureuse, le nom du livre de Pierre Rabhi, mais ça m'a fait penser. C'est vers la c'est pas Pierre Rabhi. Vers la sobriété éclairée. Ouais. Donc tu peux nous parler juste de ce blog, aller une petite aparté, et puis après développer sur la partie rénovation énergétique. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que je pense que ça vient aussi de mes racines entre guillemets un peu paysannes. Où aujourd'hui, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai pris une seconde claque écologique en lisant le bouquin de Jean Covici, que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Nous, notre dernier séminaire, on l'a offert à tous nos conseillers pour qu'ils soient tous conscients du problème, qu'ils aient vraiment conscience des ordres de grandeur. Ça, c'est hyper important. Parce que l'écologie, on entend un peu à droite à gauche. Ce qui me fait plaisir, c'est que depuis 2 ans et depuis la sortie de ce bouquin, on commence à écouter les scientifiques. Alors, je ne vais pas sortir 10 000 stats, mais sur l'empreinte carbone dans français, il y a entière, c'est l'habitat, et quasiment entière, c'est la mobilité. Donc en fait, il faut essayer de tailler dans les grosses masses pour faire des économies, parce que chaque tonne de carbone compte. Donc c'est hyper important pour notre démarche. Nous, si tu veux, on l'a appliqué à nous-mêmes dans notre maison pour la rendre plus autonome, même si c'est pour moi utopique de la rendre autonome. C'est même pas forcément très bien d'un point de vue écologique qu'elle soit 100% autonome, mais plutôt résiliente, tu vois. On récupère notre eau de pluie. Au niveau électrique, on a essayé de regarder tous les appareils pour être vraiment au minimum. Se questionner vraiment sur ce dont on a besoin, ou est-ce qu'on a simplement envie des choses. Ça, c'est hyper important parce qu'on est quand même dans une société d'hyperconsommation tous les jours. Nous, avec ma femme, naturellement, on a plutôt un mode de vie assez frugal. Et pour autant, c'est vrai que même en étant frugal au jour le jour, on se dit on n'a vraiment pas besoin de toutes les choses qu'on possède. Nous, tu vois, à titre d'exemple, on a retapé un van aménagé. Quand on part en vacances, il faut que tout tienne dans le van. Et bizarrement, en fait, on arrive à vivre, tu vois, avec très peu d'objets. Alors que quand tu reviens à la maison, à chaque fois qu'on revient de voyage en van, on se dit mais en fait, on a trop de choses. Et à chaque fois, on retaille dans le gras parce qu'on a trop de choses. Mais du coup, l'habitat, c'est vraiment important parce que c'est un poste de dépenses de carbone. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de logements, notamment locatifs, qui sont en chaudière gaz individuelle, pas forcément récente, avec des logements pas isolés, avec une gestion de l'humidité qui est vraiment pas terrible. Plein de logements, il n'y a pas de VMC. Donc il y a vraiment des choses à faire. En fait,
ce blog, voilà, on le remplit vraiment aux heures perdues, donc ça montre ce qu'on fait au quotidien, notre retour d'expérience. Et on veut aussi l'appliquer à Baluchon en cette fin d'année, en début d'année prochaine, pour vraiment sensibiliser nos conseillers et du coup, par effet de ricochet, les artisans qui vont travailler pour nos clients. C'est-à-dire de proposer une option de rénovation plus écologique. Alors, ça veut dire quoi plus écologique ? C'est pas du greenwashing, c'est-à-dire que déjà au niveau isolation, on est en train de trouver des partenaires pour faire de l'isolation biosourcée. Ça, c'est hyper important parce que pour poser pas mal de laine de verre, déjà, c'est pas du tout agréable d'en poser. On sent que le produit, déjà, il est pas très sain en soi. Et c'est surtout que la durée de vie d'une laine de verre, au bout de 15 ans, et une fois que tous les rongeurs sont passés par là, c'est vraiment pas terrible. Tu vois, un panneau de laine de verre, quand tu le tiens, il s'effondre, c'est pas dense. Alors quand tu vas te diriger vers toutes les laines de bois, les laines de chanvre, etc., qui sont déjà faites localement, qui sont faites avec des choses naturelles et qui vont stocker du carbone, c'est beaucoup plus dense. Et on ne parle pas assez souvent, je pense, du déphasage thermique. Le déphasage thermique, c'est la capacité de ton matériau à traverser la chaleur. C'est-à-dire que sur une laine de bois, on peut avoir des déphasages en fonction de l'épaisseur jusqu'à 12 heures. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te passer quasiment de climatisation, notamment au niveau des rampants sur les appartements au dernier étage. Si tu mets plus le prix sur le matériau, et là, en l'occurrence, la laine de bois, tu vas pouvoir te faire des économies d'énergie, mais aussi des économies de clim qui deviennent de plus en plus essentielles avec les étés là, qu'on prend en rallonge et ça ne va pas s'arranger au fur et à mesure du temps. Donc pour nous, c'est hyper important de sensibiliser nos conseillers dans un premier temps, du coup par effet de ricochet les artisans, et de proposer ça en option à nos clients, c'est-à-dire qu'il y aura un léger surcoût, mais ce surcoût, en fait, vu la durée de vie, en fait, c'est pas un surcoût, moi, à mes yeux, c'est un investissement. Tu vois. C'est plutôt un investissement qui se retrouve réellement dans la consommation in fine. Exactement. Et par rapport à la qualité, ou en tout cas, parce qu'il y a les enjeux des DPE, là, on en parle beaucoup en ce moment, et ça va s'accentuer avec le calendrier qui a été mis en place, avec les restrictions pour louer, et où pour vendre, on doit fournir un audit quand on vend, qu'on est classé telle ou telle lettre, enfin bref. Et donc là, si on met une isolation, comme tu le parles, en laine de bois, etc., est-ce que c'est intéressant aussi d'un point de vue purement DPE, d'avoir la bonne lettre, d'être bien classé Ouais, c'est hyper important. Ouais. Aujourd'hui, ça rentre vraiment dans le jeu de l'investissement locatif, c'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé il y a 6-7 ans, les DPE étaient obligatoires. Les DPE, honnêtement, moi, si tu veux, la maison qu'on a achetée chez nous, donc c'est une vieille longère, qui était une ancienne maison secondaire de Hollandais, donc en fait il ne venait jamais l'hiver. Donc en fait, vu que le DPE était basé sur facture, on a une maison classée C, et le premier hiver, on s'est tapé du moins 17, on a vu qu'elle n'était pas du tout classée C, quoi. Il y avait 5 cm de laine de verre sur les rampants, donc ça voulait rien dire. Aujourd'hui, les DPE, bien qu'ils soient perfectibles, les nouveaux DPE depuis juillet 2021 de mémoire, sont beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus complets, ils sont beaucoup plus visuels, on a un budget des travaux ce qui vaut, mais ça donne les ordres de grandeur. Je trouve que c'est hyper important. Effectivement, nous, quand on rénove des appartements, ce qu'on va regarder, c'est, voilà, aujourd'hui, il faut qu'à minima, on soit en D, voire plus, lorsqu'on fait des grosses rénovations. Le seul hic de ces DPE, malheureusement, c'est sur le chauffage électrique, c'est-à-dire que tu peux avoir une bonne isolation, etc., quand tu mets des chauffages électriques qui ne sont pas une pompe à chaleur, aujourd'hui tu es défavorisé par rapport à une même énergie en gaz ou en fioul. Ça, c'est vraiment une hérésie. Donc ça vient d'où ? C'est quand même c'est à l'échelle européenne, donc ça vient du lobby nos amis allemands qui sont dopés au charbon. Donc on n'a pas la même électricité qu'eux, c'est-à-dire que la leur est beaucoup plus carbonée et la nôtre en France, étant donné qu'elle est quasiment essentiellement basée soit de renouvelable mais beaucoup de nucléaire, elle est très peu carbonée. Nous en France, entre guillemets, c'est logique de faire ça. Il faut virer toutes ces chaudières de gaz pour décarboner, pour installer de l'électrique. Mais c'est vrai que du moment que tu poses pas de pompe à chaleur, tu vas être défavorisé d'un facteur de 2,3 de mémoire si tu mets de l'électrique par rapport à du gaz. Donc ça, j'espère que dans les années à venir, ils vont le changer, parce que c'est vraiment c'est pas le sens de l'histoire de faire ça. Donc nous on essaie de plutôt conseiller de l'électrique, puisque du moment où tu as un logement isolé, pour faire du locatif, l'électrique c'est vraiment bien, parce que déjà ton locataire il va avoir un seul abonnement, il va pas devoir prendre un abonnement gaz et électricité, il a que électricité, donc la part abonnement elle est réduite. Et c'est économique, c'est-à-dire qu'un logement isolé, tu mets des radiateurs, des convecteurs, c'est économique, tu n'as pas d'entretien de chaudière.
Et d'un point de vue bailleur, moi je trouve ça hyper intéressant parce que les chaudières gaz, ça tombe quand même souvent en panne, ça coûte cher de réparer, ça coûte cher de remplacer. Je te confirme. Alors qu'un radiateur électrique, même haut de gamme, moi je mets vraiment du haut de gamme dans les appartements avec détecteur de présence, etc. Voilà, déjà quand tu as mis entre 300 et 500 euros dans un convecteur, c'est vraiment le grand maximum. Et ça peut être fait vraiment immédiatement par l'électricien du coin, c'est un Domino, c'est un Wago, c'est hyper simple. Alors qu'en fait, quand tu tombes en panne avec une chaudière, évidemment, tu tombes toujours en panne déjà le week-end. Donc, pour trouver le plombier qui va t'assaisonner, parce que tu n'as pas le choix, il faut que le locataire retrouve du chauffage et de l'eau chaude, ça coûte très cher, quoi. Donc, pour moi, ça a aussi du sens. C'est écologique, mais c'est aussi économique pour le bailleur. Donc, en fait, tous les intérêts sont alignés. Et c'est même économique pour le locataire, quoi. Ouais, je te l'accorde, là je suis embêté sur un des logements où j'ai fait réviser la chaudière, c'était bon, il y a encore une fuite, il y a encore un truc, ça chauffe pas trop, enfin bref, de temps en temps l'eau et tout, je m'en sors pas, alors j'hésite à remplacer la chaudière existante, donc, et puis c'est tout, mais ça me ferait faire aussi, enfin bref, un nettoyage de tous les radiateurs, enfin pas purgeage, mais ça le terme, là vraiment tout enlever, tout ce qui est dedans, etc. Ouais, vidanger, puis c'est vraiment tous les gros radiateurs là, bien épais, bien lourds, bien gros. Ouais. Et donc j'hésite à partir là-dessus, bon, parce que le système est là, existant, etc. Ou alors à tout virer et tout passer en électrique, comme tu dis, avec des détecteurs de présence, avec des... C'est une vraie question, moi je me la pose tous les jours. Franchement, je pense que je m'y retrouverai, enfin l'un dans l'autre, ça serait kiff-kiff économiquement parlant, mais par contre, sur une durée de vie, pour se projeter, si c'est pour y revenir dans 10 ans, refaire, etc., bon... C'est vrai que la question du chauffage central, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un logement qui n'est pas isolé et où tu as un système de chauffage central, si c'est compliqué pour toi, parce que c'est déjà très cher de faire une isolation par l'extérieur, la question, elle n'est pas simple. Parce que, en fait, soit tu déposes tout, tu viens doubler tes murs pour mettre du convecteur électrique, soit tu déposes tout, tu isoles tout, et après il faut tout remettre. C'est-à-dire qu'en fait, ça te fait déposer pour remettre tous les radiateurs, inclus la chaudière si elle est sur un mur extérieur. C'est quand même très cher de faire ça. Donc en fait, dans la plupart des cas, moi c'est simple, la dépose des chaudières, enfin surtout des radiateurs plutôt massifs comme tu dis, ça me coûte rien, c'est-à-dire que c'est des ferrailleurs qui viennent les chercher. Eux, ils vont revaloriser, ils vont se payer avec la matière première, ils sont très contents. Et puis moi, ça m'enlève une épine du pied, et puis ça m'évite de payer quelqu'un pour enlever ces radiateurs-là. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on isole. Par contre, il faut quand même bien avoir en tête que le fait d'isoler par l'intérieur, vous allez perdre de la surface habitable. Ça, c'est inévitable. C'est le grand problème qu'on a dans les grandes villes avec des mètres carrés qui ont explosé. Du coup, le moindre mètre carré, c'est une bataille, ça peut être 10 000 euros de perdu. Et quand je vois ce qu'ils sont en train d'inventer pour faire des isolations soi-disant performantes qui font 1 cm d'épaisseur, ça m'interroge quand même. Mais c'est vrai que ça, il faut l'anticiper dès le début du projet. C'est-à-dire que typiquement, moi, ce matin, j'ai visité une maison avant d'être avec toi. J'ai posé la question à l'agent immobilier, est-ce que dans votre approche, dans votre estimation, est-ce que vous avez anticipé comme quoi on perdait 5 à 10% de la surface parce qu'on va isoler la maison qui était classée vraiment passoire énergétique ou à retaper. A répondu non. En fait, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout dans cette démarche-là. On essaye de faire un peu de pédagogie en disant vous vendez une passoire énergétique avec un audit obligatoire qui rend quasiment obligatoire l'isolation. Il faut l'anticiper. C'est-à-dire que si tu es vendeur, tu vends une maison de 100 mètres carrés ou si tu vends une maison qui va faire 90 ou 95 mètres carrés, déjà, tu as perdu 5 à 10%. Ça, en général, c'est leur marge de négo. Donc, en fait, je dis non, moi, mon offre, je vais la baser par rapport au mètre carré final. Et après, on va regarder le prix, ce que ça donne, tu vois. Donc, tu vois, ça change des logiques. C'est entendable, parce que c'est vraiment... on est obligé. Donc, les vendeurs l'entendent. Par contre, aujourd'hui, la problématique, c'est que les agents immobiliers ne l'anticipent pas forcément dans l'intégration de leur prix de vente affiché, quoi. Ouais, clairement. Ouais, je suis sur un projet, là, quoi. On verra, mais ça sera certainement plus un projet à partager, etc. Mais on est exactement sur cette problématique où on va devoir réisoler entièrement tout un plateau, enfin tout un étage, etc. Et on va, comme tu dis, forcément perdre un petit peu de surface habitable. Et ça, bon, on le sait, l'artisan le sait, mais ça n'a jamais été évoqué de la part de l'agent qui fait la commercialisation. Donc, si la personne n'est pas forcément éclairée sur ces sujets, forcément... elle achète 100, mais elle aura 90 ou 95, comme tu dis. Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est une problématique d'autant plus dans les secteurs un peu ruraux où le mètre carré du marché, il est entre 1000 et 1200 du mètre carré. Du moment que tu vas faire une rénovation énergétique,
Donc, tu vas déposer ton système de chauffage central, tu vas devoir peut-être déposer même la cuisine, tu vas devoir refaire un peu ton électricité, tes prises, tout ça, ça coûte très cher. Et c'est vrai que en fait, ton budget de travaux va exploser. Et moi, je suis dans un secteur où, quand je fais le calcul de mes travaux de rénovation, pourtant j'ai des prix quand même vraiment optimisés parce que je travaille avec les mêmes artisans depuis des années, j'arrive avec des bâtiments, en fait, il faudrait faire des offres quasiment négatives. En fait, aujourd'hui, c'est pas entendable et je le comprends pour le vendeur. Mais quand je lui montre notre tableau de chiffrage, etc., alors c'est vrai que dans nos zones, je pense que voilà, dans les années à venir, il va y avoir un marché à deux vitesses. Il va y avoir le marché des apparts, des immeubles qui sont vachement bien rénovés, etc. Et puis il va y avoir le marché des apparts pas du tout retapés, qui va vraiment dégringoler. Le prix, je pense, ne va pas être loin de zéro de ces immeubles-là. Il va y avoir des bonnes affaires à faire, mais je pense qu'il ne faut pas se précipiter sur des biens aujourd'hui qui sont dans des sales états, qui n'ont pas été entretenus depuis 30 ans. Voilà, ça, le bien qui a été rénové, mais qui a été rénové il y a 20 ans, moi j'en croise tous les jours. Enfin, franchement, je te fais, voilà, t'en visites souvent avec le bidet violet, avec la salle de bain, tout ce qui va bien. Donc, très bon état, hein, c'est habitable, sauf que c'est pas ce que veulent les gens aujourd'hui. Et en tant que bailleur, tu peux pas proposer ce type de logement-là. Et c'est vraiment un problème, c'est que voilà, ça va vraiment scinder un peu le marché dans les zones rurales, quoi. Bah, c'est sûr, pour un coût de travaux qui est fixe, qui est grosso modo équivalent sur un marché à 1000 euros du mètre ou sur un marché à 10 000 euros du mètre, on comprend bien que si on rénove pour 1000, pour 700, pour 1000, pour 1500 euros du mètre carré, si on est sur un marché parisien à 10 000 euros du mètre, bon ça va, ça représente 10, 15, 20% du bien, mais si on est sur un marché à 1000 euros du mètre, ça représente plus de 100% de la valeur du bien, donc c'est plus du tout le même équilibre, et ça on l'entend bien, ouais. Ouais, merci pour cette précision, c'est important de le prendre en compte. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, les bailleurs qui investissent par le biais, nous, nos clients, c'est beaucoup de SCI Aliès, n'ont le droit à aucune aide quasiment. Bon, tu as laissé 2 heures où c'est une petite partie, mais par contre, même prime rénov, tu n'as le droit à rien. C'est-à-dire que voilà, tu as beau avoir des locataires et des propriétaires qui sont moteurs pour faire des travaux, il n'y a aucune aide. C'est-à-dire que pour isoler ou pour décarboner le logement, aujourd'hui, tu n'as rien. Donc j'espère que ça va changer, parce que pour moi, encore une fois, si la transition, on veut la faire, il faut la faire, parce qu'en fait, à horizon 2050, ce qui est un peu la cible, tous les logements, en fait, la grande majorité, ils existent déjà. C'est pour ça qu'il faut les rénover. Sauf que si on oublie les bailleurs et par effet de ricochet les locataires, en fait, on va se mettre. Il y a une grande partie du parc qui ne va pas être rénové. C'est-à-dire que je n'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'il y a 40% environ de locataires en France, dont un bon nombre de ces biens sont détenus en SCI à l'IS. Si on donne aucune aide pour la rénovation énergétique, il va vraiment avoir un trou dans la raquette. Et puis c'est d'autant plus, de mon point de vue, inégalitaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es propriétaire, ta maison, elle t'appartient, tu as un bien de qualité, on va te donner des aides en plus pour le rénover, etc. Alors déjà, ton bien, en général, il est déjà de qualité, alors que quand tu es locataire, quand tu es un bailleur qui est pourtant moteur, on te donne rien, quoi. Et ça, moi, je trouve, c'est vraiment dommage, et j'espère que les règles du jeu vont changer dans les années qui arrivent, quoi. Parce que MaPrimeRénov', donc, ou ces aides que tu cites, donc elles sont potentiellement disponibles pour les personnes physiques ou alors les personnes qui font l'acquisition SCI à l'IR peut-être. Exactement, mais, en fait. Pas, dès lors qu'on est dans une société encapsulée à l'IS, on n'y a plus droit tout de suite, on sort du champ tout de suite. Exactement. Moi, j'ai même, j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec des conseillers info énergie. Tu as même des aides quand tu es un copro. Nous, en tant qu'investisseurs, on essaie d'éviter les copros. J'en suis même à me poser la question, est-ce que ça serait pas rentable de diviser un copro, un immeuble de rapport qui appartient à la même personne à la SCI à l'IS pour avoir le droit à ces aides, mais en conservant l'intégralité. Aujourd'hui, les conseillers Info Habitat ne savent pas répondre sur cette question parce que c'est une question hyper précise. Mais c'est dommage d'en arriver là pour avoir le droit aux aides, pour rénover énergétiquement le bâtiment, quoi. Il faudrait, pour moi, ce qui serait le plus efficace, c'est vraiment plutôt des abattements fiscaux. C'est-à-dire que, moi, je le vois pour MaPrimeRénov', pour la maison principale, j'ai passé des heures devant un écran pour faire le dossier. Si tu n'es pas un minimum dans l'informatique, c'est compliqué. Alors que si tu fais des abattements fiscaux, comme tu peux avoir des avantages fiscaux sur les meublés, etc., si tu mets ça en place, et c'est aussi valable pour les appartements seniors, hein. On veut faire des appartements seniors, la population vieillit, tu te dis, voilà, si ton locataire il a plus de 70 ans, tu as un abattement. T'inquiète pas que là, ça va être en entonnoir. Tous les investisseurs, ils vont aller vers ça, quoi.
Donc je trouve que les abattements fiscaux sont vraiment un bon moyen pour flécher ce qu'il y a à faire en France et là où il y a des manquements. Et que là, les primes énergie, ça fonctionne pour les maisons principales. Pour tout ce qui est location, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, ça s'entend bien. Bon, on verra à suivre. Et puis après, le fait de se faire accompagner aussi peut-être par des artisans qui sont certifiés RGE ou alors passer par vous, vous allez savoir pour l'investisseur aiguiller le cas échéant s'il est éligible ou non à de tels dispositifs. Ouais, exactement. D'où encore une fois l'intérêt de se renseigner et de voir ce qui est possible de faire, en tout cas de s'entourer de professionnels. Il faut vraiment bien comparer parce que alors, ça je le dis pour tes auditeurs qui veulent rénover leur maison principale. Alors, RGE c'est bien parce que ça te donne le droit aux aides. Par contre RGE, si le gars RGE il est 2 fois plus cher qu'un mec non RGE mais qui travaille bien, faut se poser 2 fois la question. Hein. Parce qu'en France, bien sûr. Moi j'avais fait des devis sur notre maison pour installer une chaudière à granules il y a 5 ans et puis cette année en fait le reste à charge est le même. Les aides ont doublé, le reste à charge est le même. Pour autant, on parle d'une chaudière bois, assez classique, avec un rendement évolué. Mais en fait, on se cale que sur les aides pour regarder le reste à charge. Donc c'est frustrant, donc c'est bien, hein, ça fait du business pour toutes les entreprises. Mais encore une fois, le but, c'est qu'un maximum de logements soient rénovés au plus tôt possible. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va arriver. Donc comparez vraiment les prix entre RGE et non RGE, vous risquez d'être surpris. Moi, pour mes investissements, étant donné qu'on n'a pas droit aux aides, je ne prends pas des gars RGE, je prends des gars que je connais, qui travaillent très bien, qui ne sont pas RGE. Et du coup, c'est vrai qu'on gagne vraiment sur les taux horaires et sur le prix unitaire de la prestation, quoi. Ça s'entend bien, il faut tout voir en effet à l'image du Pinel où on a cet abattement fiscal potentiellement, etc. On nous vend les économies d'impôts, mais par contre, il y a le surcoût du bien de 10, 20, 30, 40%, où le promoteur sait qu'il y a l'abattement fiscal au-dessus, donc il commercialise au prix fort. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Les CGP qui vendent du Pinel, on en a tous vu défiler, je pense. Après, des CGP qui ont acheté eux-mêmes du Pinel, c'est la première question que je leur pose, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, il faut bien se demander... Et c'est pareil, hein, je veux dire, quand vous avez Maintenant, il y a une myriade de boîtes qui fait de l'investissement locatif. Posez-leur toujours la question, est-ce qu'ils ont déjà investi ? S'ils n'ont jamais investi ou s'ils ont 1 ou 2 apparts, ils n'ont pas rencontré beaucoup de problèmes dans leur vie d'investisseur. Donc, on ne peut pas se dire expert investissement immobilier. Et même moi, on dit qu'on est expert, mais on a toujours des trucs à apprendre. Nous, on se forme toujours et c'est hyper intéressant parce que l'immobilier, c'est hyper large. Hein, tu vois, début de l'année prochaine, on va se former sur tout ce qui est pathologie du bâtiment, humidité, fissures, etc. Ça, c'est vraiment un domaine d'expertise, mais c'est même pas une formation d'1 ou 2 jours. On ne va pas pouvoir être réputé expert. Et posez-vous toujours la question de votre interlocuteur de est-ce qu'il a l'expérience et de 2, entre guillemets, comment il se rémunère. Ça, on l'a vu sur les CGP. Hein, les CGP qui se rétro-rémunèrent. Moi, j'avais récupéré la grille des rétro-rémunérations des CPI quand ils conseillaient des CPI. C'est juste affolant. C'est-à-dire que déjà, ils prennent une bonne com au départ et après, c'est récurrent, donc, tant que les CPI tournent. Donc, posez-vous cette question. On avait l'échange avec Nicolas de Codin, dont j'apprécie vachement la démarche, qui est lui vraiment autonome, qui a ouvert son cabinet de conseil. Donc, on va lui faire de la pub. Il s'appelle Prosper Conseil. Ils sont vraiment indépendants. Donc, ils ne sont pas rémunérés par les produits qu'ils vendent, mais ils sont rémunérés au forfait. C'est-à-dire que tu payes une prestation, tu as un forfait. Et l'idée, c'est vraiment de regarder pareil. Et dans tout ce qui est investissement locatif, regardez bien ça aussi. C'est-à-dire qu'on parlait des grosses boîtes qui se sont montées sur les dernières années, et moi, je trouve ça très cool. C'est-à-dire que ça démocratise l'investissement. Ça vient mettre un bon coup de pied à la fourmilière à l'immobilier qui était très papier sur tout le process. Et le fait de digitaliser, et le Covid a aidé à ça, je trouve que c'est vachement bien parce qu'on gagne du temps. Par contre, quand j'entends dire que 80% de ces boîtes-là investissent sans visiter le bien, moi, ça me pose question. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se lancent dans des projets, peuvent mettre que 10 ou 20 000 euros d'apport. Par contre, derrière, ça t'engage potentiellement avec l'effet de levier sur des projets à 2 ou 300 000. Je pense que pour 2 ou 300 000, il faut se boucher de son canapé, aller visiter, faire l'aller-retour, perdre au moins une journée. Parce que derrière, ça peut avoir des impacts. Parce que si le gars derrière... en fait, il était plus commercial que conseiller. Ça, faut vachement faire gaffe. Nous, pour le recrutement de nos conseillers Baluchon, c'est un des critères principaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quasiment toute l'équipe est recrutée et pour un conseiller, l'activité Baluchon n'est pas l'activité principale. Voilà. Pourquoi ? Parce que même inconsciemment, quand tu dois vendre de l'immobilier pour remplir le frigo, tu vas devenir plus commercial que conseiller. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment défendre l'intérêt de nos clients. On est vraiment en mandat de recherche. Donc,
c'est des gens passionnés de l'immobilier, mais c'est surtout des gens qui n'ont pas de pression financière. Donc, c'est-à-dire que je pense que 80% de notre équipe est marchand de biens comme activité principale et en activité secondaire. Tu vois, ils font du baluchon. D'ailleurs, je lance une petite perche à tous les marchands de biens qui peuvent nous écouter. Si ça peut les intéresser d'ouvrir cette activité secondaire, ils me contactent sur LinkedIn et on en discute. Alors, nous, l'équipe commence à bien grossir, on va se stabiliser, on s'arrêtera à 20 personnes. Mais voilà, encore une fois, quand vous investissez, posez-vous vraiment la question de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il a de l'expérience? Et comment il est payé, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. C'est hyper important, et même de la structure. C'est-à-dire que quand vous avez levé des millions et que vous avez des investisseurs qui vont forcément demander un retour sur investissement, ça va pas être pareil qu'une boîte qui est autofinancée. Donc ça, pareil, la taille des structures, pour moi, compte, quoi. Surtout dans des zones, on va dire, dans un contexte malheureusement qui est tendu. Mais pour autant, les investisseurs qui investissent du cash en 2021 et 2022, ils vont vouloir un retour sur investissement correct. Donc méfiez-vous de ça, quoi. Top. Tu as fait des projets sur Poitiers ou accompagner des personnes sur Poitiers, des non. investissements sur Poitiers? Non, on n'a personne sur Poitiers. Aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes. Alors, je vais bientôt mettre à jour la carte sur notre site, comme ça les gens pourront vraiment voir la localisation. Mais on est vraiment un peu présent sur tout le territoire. On a quelqu'un sur Brest, sur Saint-Brieuc, on a quelqu'un dans l'Oise, on a quelqu'un dans le sud, dans l'Hérault, on a quelqu'un vers Toulouse, vers Lyon. Et voilà, c'est vraiment pas focus. Moi, je gère la Saône-et-Loire. Chaque conseiller va prospecter uniquement sur son terrain de chasse qu'il connaît très bien, c'est-à-dire en général 50 km à la ronde, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire tout le département, parce que ça voudrait dire qu'il ne connaît pas parfaitement son milieu. Et on a suffisamment de biens comme ça à sourcer. Alors, bien sûr. On n'en a pas beaucoup, il ne faut pas s'attendre. Nous, on ne brasse pas des dizaines et des dizaines de ventes. Moi, dans l'année, si j'accompagne moins d'une dizaine de prospects, c'est déjà bien. C'est-à-dire que moi, j'accompagne des gens uniquement sur les biens sur lesquels je pourrais me projeter. Et une des questions qu'on me pose souvent, c'est pourquoi tu n'achètes pas tout? Malheureusement, c'est la banque qui limite tout, donc on ne peut pas tout acheter. Pour autant, on voit des belles affaires sur lesquelles on pourrait y aller. Il y a de l'autofinancement, etc., malgré les taux. Ou alors l'effort d'épargne est vraiment petit. Donc c'est comme ça qu'on en est amené à créer cette activité, quoi. Bon, en tout cas, je continuerai de suivre avec grand plaisir. Et si jamais du côté de Poitiers... Voilà, les amis d'amis ont une demande en ce sens, j'hésiterai pas à faire le contact avec grand plaisir. Ah bah carrément, avec plaisir. Mille merci Alexandre pour cette discussion passionnante de ce matin là. Tu vois, déjà une bonne heure passée ensemble. Je suis persuadé qu'on pourrait rester. Ouais, je vois que ça tourne vite. On pourrait rester encore des heures et des heures. C'est passionnant. J'ai deux petites questions avant d'après de clôturer cette magnifique émission. La première, ça serait de savoir, j'aime bien poser en fin d'émission à mon invité, savoir si tu aurais une philosophie de vie qui t'accompagne, que tu aimes partager, une citation, un mantra, que ce soit à tes proches, à tes clients, à toi-même, et que tu pourrais partager sur le podcast de La Bonne Fortune aujourd'hui. Alors, bonne question. Je pense que si une philosophie, ce serait de jamais rien remettre au lendemain, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. L'idée de baluchon, c'est ça aussi, hein. L'idée, c'est pourquoi on s'appelle baluchon? Parce que l'immobilier, pour nous, c'est un moyen, c'est pas un but en soi. C'est-à-dire que voilà, on va d'un point A à un point B. C'est toujours l'image qu'on prend en début de réflexion avec nos clients. C'est où est-ce que vous voulez aller avec l'immobilier? L'idée, c'est pas de faire un collier de perles avec le nombre de lots immobiliers que vous allez collectionner. En tout cas, c'est pas notre vision. Mais c'est vraiment un moyen. Donc, c'est un moyen d'aller. Alors, il y a plein de moyens différents. Moi, si tu veux, l'immobilier, pourquoi on s'est lancé? C'était juste d'avoir assez de capital et d'avoir du revenu récurrent pour avoir le luxe de faire ce qu'on aime tous les jours. Ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est vraiment un luxe. Tu vois, aujourd'hui, je suis pleinement satisfait, je suis aligné avec mes valeurs, on fait quelque chose qui a un impact. Donc, voilà, pour moi, la case, elle est cochée. C'est vraiment ça, c'est ne rien remettre au lendemain parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Moi, j'ai eu la triste expérience en début d'année de perdre mon papa à 60 ans, qui a cumulé, qui était agriculteur, qui a cumulé l'investissement, qui a cumulé, voilà, il faisait du ramonage. En fait, au niveau cotisation de retraite, il avait cotisé 3 métiers différents. Par contre, il faut savoir que ça ne se cumule pas. Donc voilà, il n'a pas été à la retraite du tout, il ne l'a jamais connu. Alors l'immobilier lui a permis de ralentir dans sa tranche entre 50 et 60 ans, et tant mieux. Et c'est vrai qu'il ne faut jamais remettre au lendemain. Voilà, vous pouvez tomber malade, il peut arriver des choses. Donc voilà, je connais bien le mouvement FIRE qui est de se priver, etc., pour être à la retraite à 40 ans.
C'est bien de s'en inspirer. Après, faut savoir se faire plaisir au jour le jour, si vous voulez voyager, si vous voulez vous faire plaisir, etc. Donc c'est vraiment notre philosophie, c'est vraiment rien remettre au lendemain. Si vous avez des projets, et même s'ils sont pas forcément rentables et que vous avez la capacité de le faire, faites-le quoi. Faites-le. C'est pas une fois que vous serez en fin de vie que vous faudra vous poser cette question. Moi, j'ai une expérience à l'âge de 16 ans. En fait, moi, je suis tombé malade. Enfin, j'ai eu la chance de tomber malade. Pourquoi la chance ? Parce qu'en fait, ça m'a ouvert les yeux sur vraiment, ça te donne une claque. En fait, à 16 ans, quand tu tombes malade, si tu veux, je suis tombé malade du jour au lendemain où j'arrivais plus à marcher, etc. Donc, pendant 2 mois, on a fait un peu tous les tests à la Dr House. Donc finalement, c'est la maladie de Steele. Il y a juste 50 cas en France par an. C'est une polyarthrite en fait, qui te touche assez jeune. Après, ça a été ça n'a pas été tout beau tout rose cette période-là, mais maintenant, tu vois, je marche, je cours. Certainement, je ferai jamais de marathon, mais je suis content que ça m'est arrivé. Et du coup, je prends conscience à partir de là où j'ai commencé vachement à voyager, etc. Voilà, j'ai été loin. Aujourd'hui, je vais beaucoup moins loin. Je limite vraiment l'avion, même si je le prends de temps en temps. Mais ne refaites jamais au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, quoi. Ouais, ça se comprend, ça s'entend, et merci pour ce partage en tout cas très 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 inspirant. Merci Alexandre. Je vais te demander également, j'aime bien poser cette question et donc tu vas pas y réchapper, indépendamment dans ton entreprise, t'as pas le droit de dire dans Baluchon, t'as pas le droit de dire dans l'immobilier. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs dans lesquelles tu investis ? Ouais. Et si oui, pourquoi ? Alors j'en ai pas beaucoup. Moi je suis un peu en bourse. Principalement j'ai des trackers, avec un tracker qui est très large, qui est le Tracker World de chez Amundi de mémoire, où c'est vraiment du long terme. C'est un placement qui me va bien pour le moment parce que moi je suis plus le genre de gars à acheter et revendre, être sur les écrans tous les jours, donc c'est très, très peu chronophage. Je me questionne de plus en plus sur ce type de placement. Pourquoi ? Parce que faut savoir quand même que le pognon qu'on place sur ces trackers ou même en bourse a un impact énorme aussi sur notre, que ce soit l'empreinte carbone, mais aussi l'empreinte matérielle. On parle beaucoup d'empreinte carbone, mais il y a plein d'empreintes, matériaux naturels qu'on extrait de la terre tous les jours. Voilà, il y a ça, il y a le fait que effectivement la bourse dans le temps rapporte. Tant qu'il y a de la croissance. Aujourd'hui, je ne veux pas faire la théorie de la décroissance, mais la décroissance, ça peut paraître être un vilain mot. D'ailleurs, je conseille un bouquin qui est très bien de Timothée Paris qui s'appelle « Ralentir ou périr », qui interpelle, c'est-à-dire que la croissance à tout prix, pourquoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas assez de richesse pour résoudre pas mal de problèmes sur Terre. Donc après, ça pose des questions beaucoup plus générales. Donc voilà, je me pose la question des investissements, de leur impact, pour savoir si je vais laisser on va dire cette épargne disponible croître sur ce support ou alors changer. Voilà, tu vois, moi je cherche aussi à investir dans la forêt parce que j'adore aller en forêt. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est un marché très très off-market, avec des droits de préemption dans tous les sens, donc c'est compliqué d'y rentrer, mais pour moi, ça a vraiment du sens, parce que la forêt, quand même, moi, j'ai mes racines un peu paysannes qui ressortent, mais c'est du concret, c'est là où on va puiser du carbone. Si on peut essayer de prendre de la forêt, essayer de faire de la monoculture à tout va, je pense que c'est comme mieux. C'est un bon moyen de transmission. Après, c'est sûr que c'est pas dans l'immédiat. Vous plantez des arbres, c'est pas vous qui allez les récupérer le fruit, c'est vos enfants. Après tout, l'immobilier, c'est un peu comme ça. Après, on peut aussi l'aborder. Tu vois, justement, demain, on a une formation avec un autre conseiller qui s'appelle Guillaume Mango, qui est génial, qui aborde l'immobilier de manière différente. C'est-à-dire que il consomme le capital. Ou il envisage de consommer le capital. En France, on n'a pas cette approche. C'est-à-dire, on a l'approche immobilier où en fait tu vas t'endetter pendant 20 ans, tu vas essayer d'avoir un truc plus ou moins à l'équilibre et tu vas en profiter dans 20 ans. Sauf que est-ce qu'on peut pas faire un arbitrage à 5 ans, 10 ans, tu vois, si tu achètes plusieurs biens ou même un immeuble de rapport que tu vas diviser, est-ce que tu peux pas lâcher un appartement pour en fait faire ton projet ou alors ton projet de voyage ou ton projet d'études pour enfants, peu importe, mais plutôt, tu vois, pour éviter encore toujours de remettre ça au lendemain. Et ça, c'est une question qu'il faut aussi se poser, tu vois. Donc voilà, désolé, j'ai un peu élargi. Non, mais on est sur le podcast, c'est cool, c'est libre, c'est free, on peut se permettre toutes les digressions du monde et au contraire, ça permet avec le temps long, l'échange de permettre de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux comprendre d'une part
notre invité, donc en l'occurrence aujourd'hui Alexandre, toi, et pourquoi ces choix, et ça peut permettre d'éveiller les consciences et de donner un peu de matière. Et en effet, je pense que ce que tu exprimes, ce sont des questions que beaucoup d'investisseurs, d'entrepreneurs, d'investisseurs se posent aujourd'hui sur le sens, simplement, quel sens je mets à mon épargne, à mon investissement, etc. etc. Exactement. On avait fait une émission passionnante avec Laure Verhaeg de l'Endosphère, l'épisode 17, sur le crowdfunding dans les énergies renouvelables, mais indépendamment de ça, on avait évoqué justement ces questions écologiques avec les stats, etc. On avait amené pas mal de matière. C'était vraiment, vraiment une émission passionnante. On a fait une émission avec Mathieu Floch de France Vallée sur l'investissement dans les forêts, au moins sur le... Voilà, sur le concept, comment ça fonctionne, c'est quoi qui se cache derrière, quels sont les enjeux, comment s'y prendre pour éviter justement d'investir dans des forêts monocultures, que planter que des lignes de sapin. Je dis certainement des grosses bêtises, mais pour imager, pour faire les choses correctement. Et puis après, quel rendement on peut s'attendre, est-ce qu'on peut le faire à titre individuel, etc., etc. Et donc tout ça, ça pousse à amener un petit peu au sens qu'on met à nos actions, à notre épargne, à notre investissement. Et c'est pareil, hein, je me pose des questions... régulièrement sur ce que je fais. J'aime bien la diversification pour être en sécurité, j'aime bien la performance parce que à un moment donné, si je mets 1000, j'aime bien avoir forcément du rendement positif plutôt que négatif, ça fait toujours plus plaisir, mais en même temps, si on peut le faire et ça peut permettre de faire avancer des causes qui nous sont propres et chères, tu parles du bien vieillir, on a parlé du bien vieillir tout aujourd'hui, tout le long de cette émission, avec une dimension écologique, de transition énergétique, etc. Donc si on arrive à notre petite échelle, ou plus grande comme la tienne avec Baluchon, et peut-être encore plus grande après-demain, même si même dans ta croissance, on ressent que tu as envie d'avoir une croissance qui soit maîtrisée à taille humaine, etc. Sur ta boîte, tu l'évoquais avec ce step de 20 collaborateurs et pas plus dans un premier temps. Mais bon, donc merci pour ce partage et cette transparence sur merci tes beaucoup actions, à toi, sur Ismaël, tes classes d'actifs. Merci à toi de prendre justement ton temps pour faire ces podcasts. Moi, je trouve ce format il est vraiment génial. Quand j'ai commencé, il y avait seulement Bruno Racco qui faisait ces podcasts. Je trouvais ça c'était génial. Du coup, maintenant il y en a beaucoup et tant mieux, ça va dans le bon sens parce qu'en fait c'est hyper intéressant. Même pour moi, j'en écoute quasiment tous les jours quand je suis en voiture, d'écouter plein d'expériences différentes. Et l'immobilier, c'est aussi un puzzle, c'est-à-dire que tu prends des pièces à droite à gauche, pas forcément par rapport à un projet que tu as dans l'immédiat. Par contre, quand tu vas visiter un bien et que tu as eu l'expérience du gars très rapidement, tu te projettes beaucoup plus. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Exactement. Écoute, Alexandre, mille merci pour ce temps précieux passé ensemble. Je sais que c'est pareil, tu prends énormément de temps pour développer ta boîte, etc. Et même si tu adores partager, le temps est précieux, mais je suis content parce qu'aujourd'hui, tu vois, on n'a pas remis à demain c'est le mantra. Cette magnifique émission. Et je te laisse le mot de la fin avec grand, grand plaisir, Alexandre. Oui, écoutez, moi, ça a été un plaisir. Si dans tes auditeurs tu as des personnes qui ont déjà de l'immobilier qui n'étaient pas forcément adaptées et qu'on a pu leur planter une petite graine pour qu'ils puissent adapter leur investissement à la baisse d'autonomie des seniors, c'est vraiment top, c'est pas du temps de perdu. Si vous voulez prendre contact avec moi, n'hésitez pas à aller sur baluchon.co, donc baluchon.co. Vous avez un bouton, vous en renseignez, vous m'expliquez votre projet, vous tombez directement sur moi. On fait le point, 1 heure en visio, sans langue de bois. Et après, si ça match, on vous redirige vers un conseiller sur une région où vous voulez investir. Et puis profitez de la vie. Et puis ne voyez pas l'investissement que comme un moyen de s'enrichir, mais un moyen d'accomplir ce que vous avez vraiment envie de faire, quoi. Super, merci beaucoup. Je mettrai toutes les références dans les notes de l'épisode. Donc, ton site internet baluchon.co, ton LinkedIn également. Et avec grand plaisir pour que les auditeurs puissent partager et continuer à prolonger cette magnifique échange avec toi, que ce soit sur le site ou sur ton LinkedIn. Super. Merci à tous. Ciao, ciao et à très très vite pour une nouvelle émission. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles
sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!